Un titre ce soir, pour mieux organiser le foncier et garantir la sécurité des biens, le ministère de l'Urbanisme a engagé une opération d'immatriculation systématique des parcelles. Un état des lieux de l'opération a été présenté ce mardi lors d'une conférence de presse. Avec un programme désormais limité à 6 heures quotidiennes, le délestage impose un nouveau rythme depuis février entre organisation du service et stratégie d'adaptation sur le terrain. Citoyens comme opérateurs économiques s'ajustent. Puis au Darfour, un glissement des terrains a fait plus de 1000 morts d'après un groupe armé local. Un drame qui vient accentuer la détresse d'un pays déjà fragilisé par la guerre civile depuis 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Pour mettre de l'ordre dans le foncier et sécuriser les biens de tous, le ministère de l'Urbanisme a lancé une opération d'immatriculation systématique des parcelles. Une initiative qui devrait moderniser la gestion du territoire et clarifier les droits de propriété. Lors d'une conférence ce mardi, ils ont fait l'état des lieux de cette opération. Diana Bassamaki. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la loi domaniale et foncière que l'opération d'immatriculation systématique des parcelles de terrain a été initiée et lancée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en novembre 2024. La dite loi a non seulement retenu le titre foncier comme seul document juridique attestant la propriété foncière, mais aussi a donné un délai de 10 ans aux détenteurs des documents provisoires pour les transformer en titre foncier. La phase pilote a concerné les quartiers de Irimadjo-Zerni, Kalabankura Sud Extension, Medina-Koura et Kalabankoro Plateau. Et pour l'instant, les 4 quartiers qui ont été donnés, c'est des lotissements officiels. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de lotissements, mais pour le moment, ces lotissements ne sont pas concernés. Ces processus visent à sécuriser la propriété foncière pour des milliers de familles face aux litiges fonciers et à la multiplication des constructions anarchiques. Maintenant, le nombre de titres fonciers créés s'élève à 3262 au total, mais 1217 pour Irimadjo-Zerni et 2045 pour Kalabankura Sud Extension. Donc ce sont ces titres fonciers-là disponibles pour lesquels on invite les personnes concernées par ces titres fonciers à formuler la demande et venir les récupérer avec les conditions qui vont avec. L'opération d'immatriculation systématique concerne aujourd'hui toutes les zones urbaines du pays. Pour un morcellement, c'est 50 000 par titre parcelle et 75 000 francs par parcelle lorsqu'il s'agit de vraiment une immatriculation. Lorsqu'il n'y a pas du tout de titre global sur la parcelle, c'est ce qu'on appelle immatriculation. En ce moment, les frais du géomètre s'élèvent à 75 000 francs. Mais s'il s'agit de morceler un titre global pour créer les titres individuels, à ce moment, les frais du géomètre s'élèvent seulement à 50 000 francs. Et c'est ce montant-là qui va être ajouté au prix de cession fixé au mètre carré et aux frais connexes qui sont dans le Code général des impôts et dans le livre de procédure fiscale. À travers ces opérations d'immatriculation systématique, il s'agit de la formalisation de la propriété foncière, de la sécurité foncière, de la réduction des litiges fonciers et de l'amélioration des recettes transactionnelles provenant du foncier. Depuis février, le délestage est désormais plafonné à 6 heures par jour, offrant aux citoyens et aux entreprises une meilleure visibilité. Tandis que l'EDM s'efforce de tenir ce calendrier, les acteurs économiques, eux, redoublent d'ingéniosité pour transformer cette contrainte en une nouvelle dynamique d'adaptation. Fatmata Wassio. Après des mois marqués par des coupures interminables, la situation énergétique s'est partiellement améliorée depuis un certain temps. Le programme actuel qui limite les délestages à environ 6 heures sur 24 heures est désormais connu de tous. Et chacun peut organiser ses activités en fonction d'un rythme devenu maîtrisable. Mais en même temps, ni a rythme dit, donc comme ça, il y a des organisés à Béoma. Surtout Chaman Bora l'année, comme il faut le boire, à durer qu'on a déjà. Donc à durer qu'on a 12 heures de temps et 10 heures de temps. Dans la journée, nous, au bon journée qu'on a là-bas, on y est chauffé baraque. Mais si ça a 6 heures de temps, avec 12 heures de travail.
Beaucoup reconnaissent que le quotidien reste difficile, mais qu'il est moins chaotique qu'auparavant. Les ateliers concentrent leur production le matin ou le soir et les familles adaptent alors leur horaire en conséquence. Cette adaptation ne supprime pas les pertes, mais réduit le désordre et l'improvisation. Parce que nous tiens ni courant tigara dron o go film bané mais biala bargala amana ke tugo ni bara so ite sra ko ni go baram ne me sra nta groupe loué ni groupe loué waru bo barala bon amana ko mais bi bargala chamon baere de borala amana ke tugo be de mes journées sur ki barake. Cependant, cette adaptation révèle aussi une fracture. Seuls les ménages et les entreprises qui peuvent investir dans des solutions alternatives amortissent véritablement l'impact. Les autres subissent encore les contraintes du programme. Donc, Albi, de la contrainte subie à l'organisation consentie, les délestages semblent mieux acceptés. Mais pour beaucoup, s'habituer ne doit pas signifier se résigner à une crise énergétique devenue permanente. Actualité hors de nos frontières, le nouveau président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a prêté serment ce 1er septembre. L'économiste mauritanien de 60 ans pilote désormais pour les 5 prochaines années une banque continentale jouant un rôle central dans le financement des infrastructures et bien d'autres secteurs dans un contexte géopolitique complexe. Aminata Keïta. Élu président de la Banque africaine de développement BAD en mai dernier, Sidi Ould Tah a officiellement pris fonction ce lundi au siège d'Abidjan. Ainsi, l'économiste mauritanien devient le dirigeant d'une des grandes banques multilatérales de développement au monde qui compte 81 pays membres dont 54 pays africains. En ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l'aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l'impact négatif des changements climatiques et le grand retard accusé dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Parmi les priorités du nouveau président figure la réduction de l'aide internationale au développement, le poids de la dette en Afrique ou encore l'impact négatif du changement climatique. À celle-ci s'ajoute surtout le rééquilibrage financier de l'institution qui sera désormais privée de la contribution américaine d'un demi-milliard de dollars destinés aux pays africains à faible revenu. Mais depuis sa campagne, l'économiste chevronné avait proposé une alternative consistant à attirer d'autres bailleurs financiers, en particulier ceux des pays du Golfe. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. L'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Fondée en 1964, la BAD finance ses activités grâce aux souscriptions de ses pays membres, aux emprunts effectués sur les marchés internationaux et au remboursement et revenus générés par les prêts. Sidi Ould Tah se trouve donc dans l'obligation de maintenir ou dépasser la cadence de son prédécesseur nigérian qui, durant ses 10 années à la tête de l'institution, a triplé son capital, passant de 93 à 318 milliards de dollars. Direction le Burkina Faso, les pratiques homosexuelles sont désormais interdites et pénalisées. Une loi a été adoptée ce lundi par l'Assemblée législative de transition, prévoyant des peines jusqu'à 5 ans de prison. Balkissa Maman Traoré. Au Burkina Faso, ce lundi 1er septembre, une nouvelle loi a été adoptée pénalisant les pratiques homosexuelles. Elle prévoit une condamnation allant de 2 jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et des peines d'amende. Quant aux ressortissants étrangers, la peine sera une expulsion du pays. Cette nouvelle loi homophobe a été votée à l'unanimité par l'Assemblée de la transition, a déclaré le ministre de la Justice à la télévision nationale. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la réforme du Code des personnes et des familles, mettant ainsi en avant les mariages religieux et coutumiers désormais reconnus légalement.
Par rapport à l'âge légal du mariage, il passe désormais de 20 à 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Mais une dérogation spéciale à 16 ans pourrait être accordée en cas de demande. Ce code sera promulgué par le chef de l'État et vulgarisé à travers une campagne de sensibilisation selon le garde des Sceaux. À noter que ce texte impose aux étrangers un délai de 5 à 7 ans avant d'obtenir la nationalité burkinabé via le mariage. Ce code est révisé afin d'éviter les escroqueries sentimentales et intellectuelles. Pour les demandeurs, ils doivent d'abord obtenir une carte de résidence permanente et patienter 10 ans avant d'obtenir la nationalité burkinabé. Le Burkina est rejoint conjointement d'autres pays africains, notamment le Mali, qui a également pénalisé cette pratique d'homosexualité depuis novembre 2024. Puis au Darfour, un glissement de terrain a coûté la vie à plus de 1000 personnes, selon un groupe armé local. Ce drame vient alourdir encore le fardeau d'un pays meurtri par la guerre civile depuis 2023. Assetou Bouari. Au Soudan, un glissement de terrain a rasé le village des Tarassins dans la région du Darfour à l'ouest du pays. Et tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. La coulée de boue a eu lieu dimanche 31 août après de fortes pluies. Le bilan reste encore incertain dans ces pays déjà en proie à une grave crise humanitaire. Depuis 2023, une guerre civile meurtrière oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR. Cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 14 millions de déplacés et a plongé le Soudan dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Le mouvement armé de libération du Soudan, qui contrôle plusieurs zones des monts Mara où se trouve le village touché, est jusqu'à présent resté essentiellement à l'écart des combats. La région est sujette au glissement de terrain, en particulier pendant la saison des pluies qui atteint son apogée en août. Le gouverneur pro-armé du Darfour Mini Minawi a qualifié l'éboulement de tragédie et appelé les organisations humanitaires internationales à intervenir d'urgence et apporter leur aide. Une grande partie du Darfour, comprenant la zone du glissement de terrain, reste quasi inaccessible aux acteurs de l'aide humanitaire, en raison des combats, alors même que l'état de famine a été déclaré dans plusieurs zones. Retour au Mali, la crise persiste au sein de la Fédération malienne d'athlétisme. En pleine phase de préparation, les athlètes se retrouvent fragilisés après le retrait d'agrément décidé par le ministère des Sports. Assetou Coulibaly. Les relations entre le département des sports et la Fédération malienne d'athlétisme demeurent tendues. Le retrait de l'agrément a été un coup dur pour les athlètes déjà fragilisés dans leur préparation. Il y a au moins 2 compétitions internationales à laquelle le Mali devrait participer, mais on n'a pas pu parce qu'il y a cette décision qui est là. Le CONOR ne peut pas engager un athlète sur le plan international. Le ministère des Sports non plus ne peut pas engager un athlète sur le plan international. Au moment où on s'engageait vraiment avec World Athletic, il y a des principes qui ont été édictés, il y a leurs règlements qui nous ont été montrés. Mais malheureusement, avec cette décision du ministre déjà, ça prouve quand même que c'est nous qui avons violé les principes. Si nous violons les principes déjà et que nous sommes isolés vraiment du reste du monde athlétique, donc ça va être problématique. Dans une note rendue publique le 28 août, la fédération a évoqué de lourdes répercussions comme la perte des bourses de préparation olympique et l'exclusion des compétitions internationales et régionales. Elle estime qu'une telle démarche pourrait compromettre l'avenir de l'athlétisme au Mali. Face à une décision qu'elle juge en violation de certaines dispositions de la loi de 2017, la fédération dit avoir saisi la Cour suprême. En conférence de presse mensuelle qui s'est tenue le lundi 1er septembre, le ministre Abdoul Kassim Fomba a affirmé qu'il n'existait pas de crise, précisant que les activités se poursuivaient normalement grâce au comité de normalisation mis en place en remplacement de l'ancien bureau. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de crise en vue, parce que il y a une décision qui a été prise et dans le cadre de cette décision, il y a eu une partie qui allait attaquer la décision qui avait été prise par rapport à un abus de pouvoir parce que ça a été pris par un département du ministère, qui est le département des sports. Et c'est cette décision qui avait été attaquée. Il y a une décision favorable à cette attaque-là, mais non exécutoire, qui a été envoyée. Donc, pour pouvoir gagner du temps et puis avancer dans nos dossiers,
Donc, on a juste mis ça sous la signature du ministre. Et nous avons fait aussi un appel par rapport à ce jugement pour donner plus de détails là-dessus. Pour nous, il n'y a pas de crise. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Ce comité a été installé après le retrait d'agrément du 13 août 2025, une mesure intervenue moins de 2 semaines après que la Cour suprême ait annulé un premier retrait pour vice de procédure. Aucune explication officielle n'a encore été donnée à ce sujet. Dans un courrier adressé aux autorités, World Athletic a mis en garde contre les conséquences de cette décision, soulignant qu'elle ne reconnaissait pas le comité de normalisation comme légitime. Une position qui pourrait causer l'exclusion de l'athlétisme malien des grandes compétitions internationales. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. L'information reprendra de droit demain à 19h45. Bonsoir à tous.